Avec l'invité du jour, le sujet porte sur la polémique sur la loi d'orientation de l'enseignement supérieur. Le CNES dit regretter qu'un test d'une telle ampleur n'ait pas été soumis au préalable à la communauté universitaire. Et donc nous en parlons ce matin avec le professeur Jeannette Fotso-Wogeng. Elle est secrétaire générale du CNES. Bonjour professeur. Bonjour Gladys. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Que dit cette loi d'orientation de l'enseignement supérieur et pourquoi la levée de bouclier des enseignants que vous êtes? Ce ne sera pas évident de résumer en si peu de mots, en si peu de temps, ce que dit le règlement. Parce que à la réalité, ce qui se passe, c'est que la loi d'orientation date de 22 ans. Le dernier, c'était en avril 2001 et celui-ci, on va dire en juin 2023. C'était une action à féliciter, mais malheureusement, le CNES, qui est quand même un maillon important de l'enseignement supérieur, n'a pas été associé à quelque niveau que ce soit. Il est bien vrai que Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, dans son propos au niveau de l'Assemblée, a rappelé qu'il a tenu compte de la base, mais cette base-là n'était pas constituée par... le CNES ne faisait pas partie de cette base-là, et c'est essentiellement déplorable parce que lorsqu'on ne consulte pas un syndicat comme le nôtre, qui a pour mission justement de contribuer à l'amélioration qualitative des conditions de vie et de travail des enseignants, ça pose problème. Parce que une pratique comme celle-là relève des pratiques dites totalitaires. Pourtant, nous sommes dans un gouvernement démocratique où on a le devoir, pour ne pas dire on a effectivement le devoir de consulter ceux qui seront bénéficiaires. Imaginez que on veuille améliorer les conditions de vie du personnel de votre chaîne de télévision et on demande plutôt aux gens qui viennent souvent écouter vos émissions. La moindre des choses, c'est de vous consulter, vous d'abord, et après le représentant du personnel pour avoir effectivement la réalité des faits sur le terrain. Parce que on sait quand même qu'il y a des éléments qui sont nouveaux dans le nouveau texte, parce que là, nous avons 117 articles. Le précédent en avait une vingtaine. Mais ce n'est pas tant cela le problème. Le problème, c'est le contenu, le fait de n'avoir pas consulté le syndicat. Même nos propositions, parce que nous l'avons découvert dans les réseaux sociaux le 9, et toute la nuit, on a essayé d'y travailler pour faire nos propositions. Et je profite déjà de votre média pour remercier tous les sénateurs, les députés de la nation, qu'ils soient du parti au pouvoir ou du parti de l'opposition, qui ont accepté de lire nos propositions, nos suggestions et observations avant les débats à l'Assemblée. Donc nous les remercions de tout cœur parce que plusieurs d'entre eux ont fait leur devoir qui était de rendre compte, de prendre connaissance du contenu et de pouvoir apporter quelques amendements. Mais malheureusement, ils ne m'ont pas autorisé à les citer nommément, sinon je l'aurais fait. Je ne peux que, le bureau, autant pour moi, ne peut que se contenter de leur dire vraiment merci et que tant qu'on ne prend pas les enseignants d'université au sérieux, il est clair qu'on ne va pas atteindre le développement vers lequel nous tendons, puisqu'on nous parle de l'émergence en 2030. Comment pouvons-nous émerger si ceux qui pensent, ceux qui font la recherche, parce que c'est la recherche qui est la clé du développement, ne sont pas impliqués? Dès lors qu'ils seront impliqués, je ne pense pas, en moins de 5 ans, le Cameroun transformera complètement sa figure. Parce que je peux vous prendre ici quelques exemples d'observations qui ont été... nous avons par exemple au niveau du conseil d'université, où on a proposé qu'il y ait un représentant du syndicat. Et les raisons sont lesquelles? La nécessité d'avoir de manière permanente un représentant syndical se justifie par le fait que le conseil d'université, assurant la coordination de l'organisation générale des activités et des programmes pédagogiques, article 54, il est essentiel que toutes les considérations professionnelles et sociales en lien
avec le fonctionnement de l'institution puissent être au besoin préalablement adressés pour assurer la solidité et la légitimité des décisions. Ceci n'a pas du tout été pris en compte. On a également sollicité que les appellations des enseignants puissent changer parce qu'au niveau de l'enseignement supérieur, on a 3 grades. C'était professeur, maître de conférence, chargé de cours. Tout ce qu'ils ont trouvé à changer, c'est professeur titulaire. Alors que le grade de maître de conférence emporte automatiquement, sans qu'il soit besoin d'accomplir aucune formalité. Or, dans d'autres universités étrangères, quand on appelle un enseignant maître de conférence, c'est le tout premier grade. Or, au niveau du Cameroun, un enseignant, un maître de conférence et un professeur, comme ils disent désormais professeur titulaire, c'est un enseignant de rang magistral. Ça veut dire qu'il travaille, les assistants et les chargés de cours travaillent sous la supervision de ceux-là. Donc, pour pouvoir harmoniser, puisqu'en anglais, maître de conférence, c'est associé de professeur. Autant dit professeur associé pour lever cet équivoque qui pose problème lorsque on est dans les universités étrangères. On observe également que plusieurs fois, le syndicat national des enseignants du supérieur est convié au cadre de concertation permanent. Mais on se rend compte que c'est juste pour la forme, en fait. Parce que chaque fois qu'on sort de là, les résolutions qui sont prises ne sont pas mises en application. Et c'est ce qui pose problème, parce qu'à la fin, on se demande même à quoi servent véritablement ces cadres de concertation. Parce que c'est en principe une structure qui doit permettre de rendre compte de ce qui se passe dans les universités d'État, afin de permettre au ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de prendre les bonnes décisions, de prendre des décisions qui vont dans le sens de l'amélioration qualitative de la vie des enseignants. Je vais vous prendre encore un autre alinéa. L'âge de la retraite pour les enseignants de rang magistral, c'est 65 ans. Et on a observé que quelques enseignants de rang magistral bénéficient de contrats de collaboration. Autant d'en voir ceux qui méritent et leur accorder ce contrat de collaboration plutôt que de laisser la possibilité à chaque chef de département de transmettre le dossier au recteur et que le recteur puisse du moins avoir le dernier mot. C'est comme une sorte d'injustice. Ça veut dire, si je ne suis pas l'ami de Gladys Sidje, il n'est pas exclu que mon dossier soit rejeté. Or, si c'est harmonisé, ce sera à l'avantage de tout le monde. On a des collègues qui nous ont récemment saisis pour nous dire que il y a des enseignants, par exemple, qui ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite dans une université A. Mais ces universités, à l'université de Yaoundé 1, par exemple, ces universitaires qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite choisissent d'aller demander le contrat de collaboration dans une université autre que la leur. Comment est-ce qu'un enseignant qui a enseigné toute sa vie dans une université, au moment du départ à la retraite, on l'envoie demander ce contrat ailleurs? Ça pose problème que les universités utilisent ceux qu'ils ont employés au lieu de les envoyer ailleurs au profit de... Parce qu'il y a des universités qui sont comme des laboratoires ou des carrefours et que d'autres, vraiment, on n'en veut pas. Et c'est tout ceci qui pose problème. Alors, professeur, il y a quelques incongruités qui ont également été relevées, notamment concernant la classification des diplômes. Cela a été relevé par des enseignants qui relèvent du domaine de la médecine. L'article 25, par exemple, alinéa 1, fait savoir que le doctorat en médecine risque désormais équivaloir à un master, ce que dénoncent fermement les enseignants. Non, les médecins, pas les médecins. enseignants. Les médecins. Non, quand on observe, c'est un diplôme qui peut être classé comme un diplôme professionnel au regard de la formation, au regard de leur parcours. Donc, sur le principe, il n'y a pas amalgame. Le rapport de stage qu'il présente n'est pas un doctorat comme celui qui a fait un doctorat en philosophie, en chimie ou autre. Donc, sur ce plan-là, je ne trouve pas pertinent qu'il soit en train de vouloir être classé au même niveau que celui qui a un doctorat PhD. Celui qui a un doctorat PhD, par rapport au diplôme, a un niveau supérieur
à celui qui a un doctorat en médecine. C'est juste l'appellation de leur diplôme qui fait des docteurs, mais ils ne peuvent pas être classés au même titre que celui qui a un doctorat PhD. Et qu'est-ce que vous attendez donc aujourd'hui après avoir relevé ces manquements-là? Quelles sont vos attentes, vous, du CINES, par exemple? Ce qu'on va faire, c'est continuer de travailler, continuer de relire le texte et ne pas manquer de faire nos suggestions acquis de droit, parce qu'on est dans une dynamique continue, parce qu'on ne peut pas dire que comme cela a été proposé ainsi, on va s'arrêter à ces niveaux. Je peux aussi vous parler des franchises universitaires. Il y a une sorte d'amalgame, même pas une sorte d'amalgame, mais quelque chose d'incompréhensible au niveau des franchises universitaires. On nous dit que l'universitaire doit se prôner à la liberté d'expression. Et en même temps, on dit qu'il doit avoir des droits de réserve et donc faire appel à ce qu'ils appellent l'éthique et la déontologie universitaire. Ce que le Bureau exécutif national attend, par exemple, c'est qu'on mette ces conditionnalités-là à la disposition des enseignants pour qu'ils sachent sur quoi ils ont le droit de parler sans être sanctionnés ou alors sans subir quoi que ce soit, parce que l'université est avant tout un milieu de contradiction. Et la contradiction ne veut pas dire qu'on en veut à l'autre. On va un peu paraphraser le chef de l'État en disant que le syndicat est un mendiant de la paix au niveau des universités d'État. Et le dernier mot, c'est monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a annoncé depuis le 1er juin, il me semble bien, que la prime de la modernisation devait être payée à tous les enseignants. Nous sommes rendus aujourd'hui à la fin du mois de juin. Tous les enseignants n'ont pas encore été bénéficiaires de leur prime. Et le syndicat n'a pas l'intention de revenir sur ce débat qui nous ramène à cette prime. Le syndicat a beaucoup d'autres choses à faire. Et désormais, on enverra la lettre acquis de droit et chaque enseignant prendra ses responsabilités. D'accord, merci. Merci, professeur Ouyeng, d'avoir accepté notre invitation. Merci de répondre toujours présente à chaque sollicitation. Merci à vous d'œuvrer pour l'amélioration qualitative de la vie des enseignants en général et ceux de l'université en particulier.